Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Marie-Josée Sala, vice-présidente de la métro en charge de l'économie, de l'industrie, du tourisme, et Paul Bron, conseiller municipal de Grenoble, conseiller métropolitain. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Avant la recomposition politique imposée par le déferlement En Marche, il y avait eu à Grenoble la victoire au municipal d'Éric Piolle. Les socialistes aux commandes à la ville avaient alors dû laisser leur place et siéger dans l'opposition. Mais ils sont restés dans la majorité à la métropole, partenaires donc de ceux qu'ils combattent de l'autre côté du boulevard Jean-Pin. Un grand écart acrobatique, d'autant que se profilent de nouvelles municipales. On va en parler avec nos deux invités, Marie-Josée Sala et Paul Bron. Alors vous avez tous les deux comme point commun, notamment d'avoir été d'anciens adjoints à Michel Destot à la ville de Grenoble. Aujourd'hui, vous êtes donc dans l'opposition à Éric Piolle, on est bien d'accord, et l'un et l'autre. Oui, tout à fait. Oui. On confirme, je confirme. Même si nous, au moment entre les deux tours, on était plutôt favorable à un rapprochement. Alors, on va effectivement voir comment tout ça a évolué. Marie-Josée Sala, c'est votre première participation au Récap Info. Quelques mots. Vous avez accédé à cette vice-présidence à la métropole après la démission de Fabrice Hugelet qui était parti en marche, hein, c'est ça ? Absolument, oui. En octobre 2017, j'ai eu cet honneur et cette chance, effectivement, de porter cette délégation à la demande de Christophe Ferrari, effectivement, à la suite du départ de Fabrice Hugelet, qui a rejoint La République En Marche. Une belle promotion, puisque vous étiez 14e vice-présidente et que vous êtes remontée au 4e rang protocolaire, comme on dit. Oui, c'est aussi une très belle délégation, vraiment, l'économie, le tourisme, l'industrie. D'autant que nous sommes sur un territoire qui est très prometteur en termes de développement économique. Nous pouvons compter sur un écosystème extrêmement dynamique et nous avons la chance d'avoir un certain nombre d'acteurs, de partenaires extrêmement impliqués dans le développement économique. Et la métropole accompagne ce mouvement et j'ai vraiment cette chance d'être au bon endroit, effectivement. Donc Grenoble rayonne. Je pense que Grenoble rayonne. Donc vous mettrez ça à l'actif d'Éric Piolle. Alors, Éric Piolle joue un rôle, évidemment, comme tous les acteurs politiques sur ce territoire. Et j'ose espérer que son action et le choix de ses politiques peuvent contribuer à cette dynamique. Mais enfin, tout le monde a sa part et la compétence économie revient aujourd'hui de plein droit à la métropole. Dans votre délégation, il y a aussi le tourisme, donc vous êtes vice-présidente au tourisme, et pourtant, vous n'avez pas la présidence de l'Office du tourisme métropolitain qui reste à Fabrice Hugelet. On a du mal à comprendre. Oh, c'est très simple. Je pense que ça n'est pas incompatible. Je pense qu'on peut être vice-président en charge de l'économie et pour autant partager cette délégation avec une présidence à l'Office du tourisme qui peut être autre. D'autant qu'avec Fabrice Hugelet, nous travaillons vraiment de façon très amicale. Si nos choix politiques sont un peu différents aujourd'hui, il n'empêche que nous avons beaucoup d'amitié l'un pour l'autre et nous travaillons en bonne intelligence, je pense, parce que notre objectif commun, c'est l'attractivité du territoire et c'est de faire en sorte que ce territoire devienne une destination touristique particulièrement identifiée dans le paysage touristique français. Si je vous présente comme étant la chef de file de l'opposition socialiste à Éric Piolle à la ville, je ne me trompe pas, vous êtes d'accord ? J'aurais du mal à ne pas l'être puisque je suis la seule élue socialiste. Je suis la seule élue socialiste dans ce groupe. Qui est composé de différents collègues qui sont originaires de mouvements ou de partis politiques différents. Je demeure la seule socialiste du groupe. On rappelle en effet que Jérôme Safar, qui était votre tête de liste en 2014, a démissionné. Paul Bron, d'ailleurs, c'est au hasard de cette démission que vous êtes, vous, conseiller municipal de Grenoble, devenu aussi conseiller métropolitain. Tout à fait. Tout à fait. Ça fait quoi de rejoindre l'hémicycle de la métropole ? C'est intéressant parce que les enjeux, maintenant, ils sont de plus en plus au niveau de la métropole. Un certain nombre de compétences a été transférées. Donc les villes ont toujours encore une action, et c'est tant mieux. Mais beaucoup de choses se jouent à la métropole. Alors ce qui s'est posé pour moi quand j'ai appris que j'allais rejoindre la métro, c'était de me dire où est-ce que je vais, dans quel groupe. Dans quel groupe je siège. Il y avait une évidence, c'était de siéger dans la majorité métropolitaine, qui regroupe une bonne partie, des partis de la gauche. Donc après, ayant rejoint, issu de Go-Citoyenneté, mais ayant rejoint aussi Génération, je me suis dit, et je proposais à Génération en disant que c'est une opportunité de poser un acte, de se rendre visible et d'avoir aussi une liberté d'expression.
Parce que dans les groupes, vous avez remarqué que tous les groupes de la métro sont des regroupements de plusieurs origines. Et c'est tant mieux, pourquoi pas. Mais il y a peu d'expressions très identifiées à un groupe particulier. Et Génération étant dans sa formule locale très, très nouvelle, très jeune, composée de beaucoup de jeunes d'ailleurs, il fallait Donc vous avez fait ce groupe. le faire. Alors vous avez mélangé égo-citoyenneté et génération, ça fait Génération-Citoyenneté. Bon, c'est un groupe avec 2 élus. Hein. Oui, bien sûr, non, mais c'est modeste. Il n'y a pas de... en espérant que peut-être d'autres nous rejoignent. Mais vous savez, il y a un an avant les prochaines élections. Donc c'est surtout pour montrer que Génération existe maintenant au niveau local, au niveau métropolitain aussi, parce que si on n'est que 2 élus à la métro, on est 5 ou 6 élus dans le groupe Génération Métropole. Donc voilà, il y a des ouvertures qui se pointent là. Donc Génération, on rappelle que c'est le mouvement créé au niveau national par Benoît Hamon et que dans votre groupe métropolitain, vous siégez avec Thierry Monel, qui est le premier adjoint au maire communiste d'Échirolles, Renzo Sully. Il y a un autre élu local qui bat pavillon Génération, c'est Yann Mongaburu, qui a été élu, lui, sur la liste écologiste d'Éric Piolle et qui ne siège pas dans votre groupe. On a du mal à comprendre tout ça quand même. Je comprends que ça ne soit pas simple, donc c'est vrai. Cela dit, on est dans une situation actuellement de recomposition de la gauche et même plus largement. Donc rien n'est évident. Et quand on s'est posé la question de savoir si Yann Mongaburu faisait partie de notre groupe, on a bien pris conscience qu'en fait il était sur des dossiers assez importants et qu'il fallait les mener à bout encore pour 1 an. Et que lorsqu'on est dans une logique de groupe, on n'a pas forcément les mêmes délégations. Donc il était préférable que lui continue jusqu'au bout encore pendant 1 an et que parallèlement, on fonde aussi un groupe, mais on prépare ensemble, et d'ailleurs avec les militants, une semaine avant, toutes les interventions à la métro et à la ville. Marie-Josée Sala, il y a un élu qui a été élu à la ville de Grenoble sur la liste de Jérôme Safar avec vous, c'est Georges Burba, qui a décidé de quitter votre groupe et de rejoindre Éric Piolle. Comment vous l'avez pris ? Je le comprends comme beaucoup de situations aujourd'hui en politique où le nomadisme politique fait partie des réalités. Je le comprends ainsi. Je n'ai pas apprécié, forcément, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas apprécié cette démarche, d'autant que nous l'avons appris par voie de presse au lendemain du conseil municipal de février dernier, ou de mars dernier plutôt. De février dernier. Donc voilà, nous l'avons appris par voie de presse. Je ne veux pas dire que j'ai apprécié la démarche. Ça affaiblit votre groupe quand même. Mais en même temps, oui, ça affaiblit notre groupe. Mais vous savez, dans un groupe, il y a toujours quelques personnes plus ou moins actives. Vous dites que c'est du nomadisme politique, j'entends bien. Est-ce que c'est de l'opportunisme politique ? Je l'ai dit élégamment. J'ai utilisé le terme nomadisme pour ne pas être particulièrement agressive. Mais vous avez raison, je pense qu'il s'agit davantage d'opportunisme politique que de nomadisme politique. Mais c'est une situation qui concerne aujourd'hui beaucoup de groupes politiques, beaucoup de partis politiques. Moi, je le regrette. Je le regrette parce que je trouve que du point de vue des Grenoblois et des Grenobloises, ça ne donne pas forcément une idée très positive de ce qu'est l'action politique et l'engagement politique. Alors, vous avez commencé à l'évoquer et on le voit poindre, évidemment, les élections municipales de 2020 ne sont pas très très loin. Comment allez-vous vous positionner dans le cadre de ces municipales, étant précisé que le groupe En Marche est bien décidé à présenter une liste à Grenoble et à s'imposer aussi au niveau de la métropole. Ici même, Émilie Chalas nous a dit qu'elle briguerait la tête de cette liste. Écoutez et vous réagissez. La République En Marche ne s'en est jamais cachée. Nous-mêmes, députés de l'Isère, en discutons très régulièrement. Grenoble est un objectif, la métropole aussi. Nous devons absolument rassembler tout, j'allais dire, les regards politiques qui sont progressistes, pro-européens, humanistes, pour proposer une alternative qui est soit la continuité du déclin avec Éric Piolle, soit le retour au passé avec Alain Carignon. C'est juste insupportable pour les Grenoblois que nous sommes, pour la Grenobloise que je suis, que d'avoir cette seule alternative. Donc oui. J'entends bien, ni Piolle, ni Carignon, un rassemblement des progressistes qui peut aller de qui à qui ? Écoutez, tous les autres ?
Oui, tous les absolument, autres. entre les deux. Tous les Bien autres, sûr, des socialistes jusqu'aux républicains. À la gauche, bien évidemment, avec des gens qui viennent de la société civile aussi, qui n'ont pas eu d'engagement politique. L'idée pour nous, c'est de proposer une équipe renouvelée, pragmatique, avec de la compétence sur les matières qu'il va défendre et les visions qu'ils vont porter. Et évidemment, avec un regard bien différent aujourd'hui de ce qu'il se passe à la ville de Grenoble. Alors, quelque chose me dit que dans les mois qui viennent, on va beaucoup entendre parler de rassemblement, hein, que ce soit à droite, à gauche. Ça va être la clé du succès pour ces municipales de 2020. Ce rassemblement, Émilie Chalas nous dit, il peut aller d'Éric Piolle jusqu'à Alain Carignon. Ma question est simple, est-ce que vous êtes prêts, et l'un et l'autre, à participer à ce rassemblement avec En Marche? Marie-Josée Salin. À ce stade, non. À ce stade, non. Et avec le leadership représenté par Émilie Chalas, je ne le pense pas. Mais je n'évoque qu'une position personnelle. Mes camarades, aujourd'hui, dans le parti auquel j'appartiens toujours, le Parti socialiste, mes camarades sont aussi, de ce point de vue, assez prudents. La position d'Émilie Chalas est une position de confort qui consiste à dire « je rassemble d'Alain Carignon jusqu'à Éric Piolle », embrassant ainsi une diversité de partis politiques, de mouvements, etc. C'est une position prudente. C'est aussi un discours plutôt accueillant. Elle recherche un certain nombre d'appuis venant de tous horizons politiques. Elle n'aura pas le vôtre. En l'état, non. Mais qu'est-ce qui peut faire changer les choses? Je dois préciser par honnêteté que juste après cet extrait, elle a nuancé en disant effectivement, dans l'état actuel des choses, le rassemblement aurait du mal à aller jusqu'aux Républicains de Michel Savin. Bon, oui, alors écoutez, moi ce qui m'importe, ce sont deux choses à ce stade. C'est d'abord la situation nationale. Moi je suis une femme de gauche, je suis socialiste je suis au Parti socialiste depuis 30 ans et je suis extrêmement sensible aux questions sociales. Par ailleurs, je ne rejette pas et je ne repousse pas les questions économiques parce que je trouve que c'est fondamental. Une société ne peut pas progresser si elle ne développe pas son économie. Mais je suis sensible aux questions sociales. Ce qui se passe au niveau national aujourd'hui m'interpelle fortement. Et sur cette base, je me dis que ça sera difficile de se rapprocher de La République En Marche. Deuxième raison, des questions locales. Aujourd'hui, chacun, effectivement, se cherche un petit peu. Chacun recherche un rassemblement possible. Ce qui est le plus important pour les Grenoblois et les Grenobloises, pour que ce soit clair dans leur esprit, me semble-t-il, c'est pour quel projet? Qu'est-ce que nous voulons faire à Grenoble, pour les Grenoblois et la métropole? Ça, on est bien d'accord. Je précise quand même que vous avez été adjointe au maire de Michel Destaut, qui était strauss-cahnien, il ne s'en est pas caché. Émilie Chalas nous dit qu'elle est aussi très proche des idéologies strauss-kahniennes. On ne voit vraiment pas de différence idéologique majeure. Ça demande à être prouvé tout cela, parce qu'il y a les mots et puis les actes. Les mots, c'est une chose. Les actes au niveau national ne me rassurent pas vraiment. Paul Bron, ce rassemblement, alors Génération aussi, parle beaucoup de rassemblement au niveau national, pour les européennes, il faut rassembler. Avec qui est-ce que ce rassemblement peut aller jusqu'à En Marche? Alors, moi, ma réponse, elle est assez claire. Je considère que le président Macron mène une politique libérale que je ne partage pas pour l'essentiel. Donc, au niveau local, il n'y a pas de raison de s'associer avec des gens qui, au niveau national, dont on ne partage pas les idées. Donc, effectivement, que chacun joue la carte du rassemblement, c'est dans l'air du temps. Donc, c'est normal. Et en plus, pour pouvoir passer électoralement, il faut le faire. Donc, c'est une logique de tous. Mais nous, on est plutôt sur l'idée d'abord, au niveau municipal, d'abord, on laisse passer les élections européennes, parce que là, il y a un enjeu, il y a un investissement à avoir, que je vais avoir aussi personnellement. Et après, vous êtes sur la liste de Benoît Hamon pour les européennes. Voilà, je suis sur la liste européenne de Benoît Hamon. Et après, il faut qu'on puisse faire un bilan du mandat de la municipalité actuelle. Donc on le fera à l'intérieur de nos groupes. Et ce que l'on proposera dans une deuxième démarche, c'est de le faire collectivement avec tous les groupes de la gauche. Et de voir ce qu'on partage pas, avec qui, jusqu'où on peut aller, avec les uns et les écologistes autres. Actuellement au pouvoir. Bien sûr, tout à fait. Il y a à prendre des choses, et des choses que je critique, bien sûr. Donc vous n'excluez pas aujourd'hui, vous nous l'aviez dit d'ailleurs quand on vous avait reçu il y a quelques mois, vous n'excluez pas de rejoindre une alliance aux côtés d'Éric Piolle.
Alors, il y a un premier tour, il y a un deuxième tour. Deuxième tour, on verra qui est en avant pour la gauche, bien sûr. Alors, la question se pose pour le premier tour. Pour l'instant, c'est ouvert. C'est ouvert à tous les partenaires de partis politiques classiques de la gauche et les collectifs citoyens. Et là, on va construire ensemble et on va voir jusqu'où on va ensemble au premier tour ou pas. Une alliance avec Éric Piolle, Marie-Josée Sala, ça pourrait se faire après avoir été dans l'opposition? Il faut être cohérent avec soi-même. Moi, je suis dans une opposition déjà depuis 5 ans. Je ne suis pas dans l'opposition pour être dans l'opposition. Je suis dans l'opposition parce que assez rapidement, Éric Piolle et son équipe ont pris des décisions que je ne partage pas. Que je ne partage pas parce que je ne retrouve pas véritablement un ADN de gauche dans cette équipe. Je me trompe peut-être, ou j'ai mal compris les signaux probablement, mais je ne retrouve pas cet ADN de gauche, au moins sur 2 sujets. Le premier sujet concerne la démocratie locale. C'est quelque chose qui est particulier à Grenoble. C'est Hubert Dubedou qui a créé les premiers gammes. Éric Piolle n'a pas tué la démocratie locale. Et on a cette culture de démocratie locale. Alors, c'est compliqué. Je ne dis pas qu'il y a des recettes toutes trouvées. Éric Piolle a échoué sur cette question. Je pense que de ce point de vue, il y a eu un échec. Ses ambitions étaient probablement trop grandes, l'habit était trop grand, peut-être, je ne sais pas. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que sur bien des sujets, la démocratie a été mise à mal durant ces 5 années. Le deuxième sujet, pardon... Non, je fais réagir Paul Bron parce qu'il me dit non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais voilà, c'est ce qui fait aussi les avancées. Je pense que sur la question de la démocratie locale, il y a beaucoup à faire et que la municipalité Piolle a tenté des choses. Avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de réussite, mais j'avoue que la pétition à 2000 signatures qui va jusqu'en conseil municipal, je trouve que c'est une bonne chose. Après, la question de la votation citoyenne, là, ça va plus. Mais le problème qui se pose, la principale critique que je ferais, moi, par rapport à cette majorité, c'est qu'elle tire des perspectives vers l'avenir qui sont intéressantes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourra devenir? Quelle est la ville? La transition énergétique? Effectivement, c'est une bonne chose. Relativement radicale, d'ailleurs. Mais trop radical? Trop rapide? Moi, je pense que l'écologie politique, globalement, et qui met en avant la transition écologique de façon assez radicale, voire des fois punitive, se trompe. C'est-à-dire que moi, je suis complètement en accord avec fin du mois, fin du monde. Même combat. C'est-à-dire que si on oublie que la transition, elle se fait d'abord maintenant, avec des gens qui ne sont pas tous convaincus, dont certains sont en difficulté, on passe à côté du projet. Et donc ça, c'est important. Je propose qu'on rentre concrètement. On va concrètement commenter quelques sujets d'actualité locaux et vous allez pouvoir vous positionner. On évoquait la transition écologique. On commence à la métropole avec le projet de ZFE, de zone à faible émission. C'est un projet qui consiste à lutter contre la pollution de l'air par les véhicules à moteur. Cette ZFE, cette zone va couvrir 10 communes. De quoi s'agit-il précisément? C'est un peu complexe. Écoutez le président Ferrari. Une zone de faible émission, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les véhicules sont munis de vignettes, de certificats de qualité de l'air. On connaît de 1 à 5 et globalement, vous aurez, suivant un calendrier défini qui a été adopté dans le cadre de cette zone à faible émission, finalement une interdiction pour certains véhicules. Les certificats qui sont les véhicules les moins propres vont petit à petit avoir des interdictions de circuler. Donc on va passer du 5, l'interdiction pour cette année, le 5. Ensuite, année après année, des évolutions qui feront qu'en 2025-2026, uniquement les certificats de type 0 ou 1 pourront tout simplement circuler. Ce qui permettra, sur ce périmètre-là, de faire en sorte que nous n'ayons plus de contentieux européens en matière de pollution de l'air. C'est-à-dire que cette action-là, progressive dans le temps, menée uniquement sur les véhicules professionnels, avec leur volonté et l'accompagnement d'ailleurs et leur accompagnement, nous permet d'aller aujourd'hui vers des améliorations sensibles des niveaux de pollution de l'air demain. Alors pour être très concret, à partir du 2 mai prochain, sur ces 10 communes de cette zone à faible émission, les véhicules utilitaires qui ont une vignette 5 ne pourront plus circuler. Est-ce qu'on est dans de l'écologie punitive ou est-ce que c'est une transition progressive? Paul Bron, vous en parliez. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils ont raison de pousser
Bouchon, parce qu'il faut avancer sur cette question-là, sinon les politiques ne bougent pas. Et la question de la qualité de l'air, la question du vélo en ville, la question de moins de voitures, c'est une vraie problématique sur laquelle tout le monde devra avancer, que ce soit l'un ou l'autre sur la finalité, tout le monde peut être d'accord. Prochaines municipalités. Après, comment on le fait? Et c'est sûr qu'on voit avec le mouvement des Gilets jaunes, on voit que de pousser à ne plus prendre sa voiture est difficile pour un certain nombre de personnes qui en ont besoin. Donc effectivement, et c'est ça, je pense, qui manque, moi, dans la municipalité Piolle, c'est cette façon de composer, de co-construire. C'est étonnant. Et surtout, Paul Bron, on leur renvoie la co-construction. Ceux qui ont aujourd'hui des voitures qui sont en vignette 5, c'est pas par plaisir. Ils ont des véhicules anciens, polluants. Donc forcément, c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule plus récent. Enfin, j'imagine. Bien sûr, mais c'est pas facile. Il faut composer à la fois avec avancer un peu en poussant. C'est toute la politique, ça. Il faut voir loin et faire tout de suite. Alors, il y aura des aides quand même pour aider à l'achat de véhicules moins polluants. Sur cette question, Marie-Jo Sala, vous êtes vice-présidente de la métropole qui porte cette ZFE. Hein ? Oui, absolument. Mais moi, je voudrais insister sur la question de l'équilibre et de la progressivité des choses. Aujourd'hui, c'est une première mesure, certes, qui touche les véhicules en critère 5, c'est-à-dire des véhicules qui sont anciens et extrêmement polluants et qui constituent 33% de l'émission de particules fines. Donc c'est important, sachant qu'il y a à cela un sujet de santé publique qui se pose. Donc c'est sérieux et il y a une responsabilité qui incombe aux politiques de prendre les premières mesures. Mais l'an prochain, ce sera les vignettes 4 et dans 2 ans, ce sera les vignettes 3. Hein. Absolument. C'est vrai, vous avez raison, ça sera progressif. Chaque année, nous progresserons effectivement avec des critères 4 l'année prochaine et puis ça sera progressif jusqu'à pendant les 3 ans. Donc c'est la bonne méthode. Je pense que c'est la bonne méthode, mais je voudrais insister sur un élément qui est important. C'est l'accompagnement qu'on peut apporter aux personnes qui sont propriétaires de véhicules critères 5 et qui n'auraient pas les moyens de changer leur véhicule. La métropole accompagne et peut effectivement apporter une aide possible d'un montant de 13 000 € maximum. Donc il suffit de faire la demande auprès de Grenoble-Alpes Métropole et une aide peut être faite. Donc c'est cet équilibre-là, cet accompagnement-là qui est extrêmement important. C'est pas punitif, c'est on accompagne ces personnes pour changer leur véhicule. Allez, on va devoir faire vite parce que j'aimerais qu'on passe vraiment beaucoup de sujets ensemble. Le chantier de la 480, on sait que c'est un sujet qui fait débat. Les travaux d'élargissement ont débuté. Jeudi, d'ailleurs, autour du président de la Chambre de commerce et d'industrie, tous les porteurs du projet ont défendu l'intérêt du chantier. AREA, bien sûr, mais aussi le département et la métropole. La métro qui porte ce projet, la ville qui est opposée. Est-ce que c'est pas compliqué, finalement, d'être entre les deux ? Bien sûr que c'est très compliqué, mais finalement, nous sommes arrivés à convaincre, puisque finalement, ce projet se fait. Il y a eu un protocole d'accord qui a été signé entre l'État, le département, Grenoble-Alpes Métropole et AREA, et l'AREA, pardon. Et évidemment, la ville de Grenoble a été plutôt réticente à ce projet. Mais néanmoins, je crois que nous avons pu travailler sur un certain nombre d'aspects de ce projet qui ont... Le maire de Grenoble a tort de s'opposer à ce projet ? Écoutez, moi, je dirais que moi, pour ma part, je suis très contente que ce projet ait pu aboutir. Ça répond à ma question indirectement. Paul Bron. Il a ses raisons, mais je pense que c'est un projet qui permettra, je pense, d'apporter une vraie plus-value en termes de qualité de vie sur le territoire. Paul Bron. Moi, je pense qu'il faut ou contre moi, je suis très réservé sur les décisions. Mais après, il faut avancer. Et moi, mon objectif, c'est le bien-être des Grenoblois avec cette autoroute qui passe quasi dans la ville. Et je pense aussi, comme les gens qui s'opposent, que de faire de faire un 3 voies va augmenter la circulation. Et peut-être que maintenant, on ne s'en rend pas compte, mais dans quelques années, le même problème va se reposer. Éric Piolle a eu raison de s'opposer au projet. Il faut avancer. Moi, déjà, il y a le 70 km/h qui est passé. Alors, il est passé sur 3,5 km, mais pas sur tout. Il y a la question du covoiturage qui est passé, mais pas sur le tronçon dont on parle. Donc, vous voyez, il y aurait encore à avancer et on n'est pas au bout du chantier, à mon avis. Mais voilà, petit à petit, on grignote et j'espère qu'on va aller encore un peu plus loin, moi.
Et alors, sur les images que vous avez vues, c'est un chantier spectaculaire qui a eu lieu ces derniers jours. C'est la suppression de la ligne à haute tension entre Bachelard et Catane. Effectivement, très, très spectaculaire. Un nouveau siège pour la métropole. Ça a été débattu lors du dernier conseil métropolitain. L'actuel siège rue Malakoff est trop petit, il est trop vieux, il n'est pas assez performant. Il faut le réhabiliter, il faut l'agrandir. Montant du chantier, alors on ne sait pas précisément. Ça pourrait aller jusqu'à 80 millions d'euros. Posée ainsi, la somme peut interpeller. Je le comprends tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Mais vous l'avez dit en préalable, le site, aujourd'hui, le siège de la métropole est devenu beaucoup trop exigu pour accueillir les 1100 agents qui doivent intégrer le siège de la métropole. Aujourd'hui, une partie de ces agents travaillent dans d'autres lieux, donc nous devons payer des loyers. Tout ceci coûte très cher. Et vous l'avez dit également, ce site est extrêmement énergivore, coûte très cher en fonctionnement et surtout, il pose des problèmes de sécurité. Au-delà du fait qu'il n'est pas forcément adapté aux conditions de travail de l'ensemble des agents. Donc c'est une nécessité absolue que d'intervenir. Il ne faut pas attendre qu'il se passe un drame pour se poser la question. Évidemment, posé comme ça, on est d'accord. Paul Bron, c'est le bon moment, à 1 an de la fin de la mandature, c'est le bon moment pour engager une somme pareille. Moi, j'ai voté pour, donc je ne vais pas... mais je pense qu'on aurait peut-être pu attendre, parce qu'on anticipe sur une prochaine mandature dans laquelle on ne sait pas si ce sera les mêmes. Et se pose aussi pour moi la question de la décentralisation dans la métro. C'est-à-dire que la question de la centralité sud est importante. On met tout ensemble autour de l'hôtel de ville et du forum. C'est un choix qui a été fait et je crois que c'est un choix économiquement juste. Après, il faut voir à l'intérieur toutes ces questions d'open space qui passe pas très bien au niveau de la population et du prix, bien sûr, le prix, mais on sait que le prix du départ, un certain nombre de choses n'avaient pas été comptabilisées comme l'amiante, par exemple, donc ça a fait monter le prix. Mais voilà, mais il y a aussi, pour moi, se pose derrière cette question du forum, la question de la décentralisation, du rapprochement des citoyens des centres de décision de la métropole. Et peut-être qu'on aurait pu imaginer des maisons de métropole décentralisées, une autre façon de l'organiser. Mais moi, j'arrive... Finalement, ce qu'on reproche à l'État, voilà. On le refait ici, voilà. On centralise sur la ville-centre. Vous avez voté pour quand même? J'ai voté pour, oui, tout à fait. Marie-Jo Sala. J'ai voté pour également. Je voudrais rappeler que c'est un sujet sur lequel nous travaillons déjà depuis 3 ans. Alors, notre responsabilité, c'est aussi d'avoir du courage. Il aurait été beaucoup plus facile que de laisser ce sujet glisser tranquillement au mandat suivant. Mais notre responsabilité, c'est aussi une responsabilité d'employeur. Et par conséquent, nous avons eu le courage de finaliser ces études et ces échanges que nous avons eus au niveau de la majorité et avec l'opposition aussi, qui a été invitée aux nombreux groupes de travail. Nous y travaillons depuis 3 ans quand même. Alors, le courage veut que, effectivement, nous assumions pleinement nos responsabilités et ne pas laisser à d'autres la possibilité de prendre des décisions difficiles. Autre sujet qui a donné lieu à des décisions récentes, ça concerne votre délégation, le tourisme d'affaires, Alpexpo, qui est passé sous contrôle de la région, qui est sur le point de passer sous le contrôle de la région. La ville a en effet souhaité vendre ses parts dans Alpexpo, tomber à 9% du capital. C'est une bonne idée ? Là aussi, il fallait absolument décider du sort d'Alpexpo. Nous savons aujourd'hui que... Donc Éric Piolle fait ce que Michel Destot n'a jamais fait ? La situation est complètement différente. C'est que la compétence économique revient aujourd'hui à la métropole. Donc c'est la métropole qui porte ce sujet. Nous avons longtemps travaillé sur cet aspect, c'est-à-dire comment on porte le site Alpexpo jusqu'à 2014. La ville seule portait cet équipement, ce qui est une charge extrêmement lourde pour une ville. Et pourquoi pas la métro, du coup, pourquoi la région ? La dimension métro, c'est une dimension raisonnable. Mais encore, faut-il avoir les moyens d'investir des sommes considérables, année par année. Et la région se trouve être la bonne strate pour le faire avec nous. Donc, région, Grenoble-Alpes Métropole, département, ville seront partenaires pour faire en sorte que cet équipement
qui a un objectif très fort et une fonction très forte en matière d'attractivité, soit porté et soit adapté au monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire accueillir les publics, les visiteurs, les exposants, les foires, les salons, dans des conditions beaucoup plus acceptables. Et puis, il y a énormément d'investissements à faire sur cet équipement qui est aussi vieillissant. Et qui est un équipement essentiel. On rappelle que les retombées des actions menées à Alpexpo, c'est 50 millions d'euros chaque année, c'est important. Le tourisme d'affaires se porte plutôt pas mal, contrairement au tourisme d'ordre général. C'est votre délégation. Sur quel levier on peut s'appuyer? Quelles sont les pistes d'amélioration? Alors, nous saisissons toutes les opportunités pour faire en sorte de faire connaître la destination Grenoble en tant que destination d'agrément. Toutes les occasions, les opportunités, nous les utilisons pour le faire. Nous utilisons par exemple le tourisme d'affaires, les salons, les forums. C'est efficace? Est-ce que c'est efficace? Pardon? Est-ce que c'est efficace? Je pense qu'on commence à avoir des premiers signes, puisque lorsqu'on regarde le nombre de nuitées que l'on constate en 2018, ce nombre de nuitées a évolué favorablement. Nous en sommes à peu près à 1 300 000 nuitées par an, ce qui est beaucoup plus que les années précédentes. Mais nous sentons quand même dans l'air du temps une amélioration parce que nous bénéficions aussi d'un concours de circonstances, mais qui a été fortement porté par le président Christophe Ferrari et par un certain nombre de vice-présidents, c'est l'ensemble des événements qui ont lieu sur Grenoble aujourd'hui, et notamment des événements sportifs. Le patinage artistique, le rugby, le foot maintenant, avec des événements... Je pensais que l'opposante à Éric Piolle allait plutôt me parler du Tour de France. Alors, le Tour de France, moi, je ne me... Bah si, je vous interroge là-dessus. Oui, non, mais moi, je suis favorable. Vous savez que les organisateurs du Tour de France en veulent beaucoup à Grenoble. Oui, mais c'est donc à Éric Piolle que vous transmettez le message. J'ai bien compris que le Tour de France ne veut pas passer sur Grenoble parce qu'il y a eu des propos, je pense, de mon point de vue malheureux. C'est un coup dur pour la métropole, du coup. C'est un coup dur pour la métropole. Nous avons beaucoup travaillé pour nous faire entendre notre voix, avec d'ailleurs le président du département et le président de Grenoble-Alpes Métropole. On a essayé de récupérer les choses, mais malheureusement, le Tour de France ne passera pas sur Grenoble. Paul Bron, le rayonnement de Grenoble, il est toujours aussi important que du temps de Michel Destau, ou est-ce que, comme certains le disent, vous constatez un recul de l'attractivité grenobloise? C'est une grosse question, ça. On est vite accusé de faire du bashing, si on dit ça. Le rayonnement de Grenoble, il est différent maintenant. C'est sûr qu'on a perdu la poussée qu'il y avait derrière les municipalités socialistes d'auparavant de faire ce lien entre entreprises, universités, villes, et qui crée une dynamique d'emploi aussi. Éric Piolle l'a recalé en mettant en avant la préservation de la planète, l'économie d'énergie. C'est une posture un peu différente quand même, et qui induit une transition. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est cette transition qui pose problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement voir pour l'avenir, et c'est tout homme politique et femme politique doit voir l'avenir, mais doit gérer aussi le présent. Et la question critique, moi, que je fais à cette municipalité, c'est que sur le présent, ils sont moins en phase avec la réalité, et parfois, ça crispe, ça bloque, malgré qu'on veuille faire avec les gens, c'est pas si simple. Et c'est cette question-là qu'une majorité doit pouvoir gérer. L'avenir et le présent. Et je pense que ça, c'est un manque. Malgré ce positionnement, effectivement, qui a posé question, notamment en début de mandat, nous résistons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Grenoble et la métropole figurent parmi les 3 premières villes de France à être les plus attractives du point de vue du business, du point de vue des affaires. Nous gardons quand même cette force. Et en tout cas, Grenoble-Alpes Métropole, et par la délégation que je porte, nous essayons de valoriser ces atouts. Nous essayons de valoriser la destination Grenoble comme une terre d'investissement et auprès des promoteurs. Et ça, nous le faisons dans bon nombre de salons internationaux, comme le MIPIM, qui se déroule à Cannes, ou d'autres salons, où nous portons
l'identité de notre territoire. Et avec la métropole, j'ai bien compris. Et je comprends surtout votre difficulté à porter et à défendre le mandat métropolitain tout en critiquant le bilan d'Éric Piolle. C'est pas confortable. Je disais en introduction, c'est acrobatique. Pour ma part, ça ne l'est pas. Très franchement, parce que... et comment vous pourrez faire demain campagne contre Éric Piolle ? Je ne sais pas si je ferai campagne contre Éric Piolle. Moi, en tout cas, si je dois participer à une campagne municipale, je m'attacherai davantage à un projet, au projet que je souhaiterais voir aboutir pour les Grenoblois et les Grenobloises. On peut toujours faire un bilan, et un bilan critique vis-à-vis d'une municipalité, mais le plus intéressant pour les Grenoblois et les Grenobloises, c'est de dire qu'est-ce qu'on a envie de faire autrement que ce qui est fait aujourd'hui par la municipalité présente. Donc c'est ça qui m'intéresse. Comme l'a dit Paul Bron tout à l'heure, il y aura le temps du bilan, effectivement, de la municipalité d'Éric Piolle. Beaucoup de choses ont été faites qui peuvent être prometteuses. Mais... Alors une chose qu'Éric Piolle a réussi, tiens, par exemple, un dossier sur lequel il a bien travaillé. Pour moi, je pense qu'il y a deux choses qui sont en positif, que je vois en positif. C'est le côté de tenter d'expérimenter sur la démocratie locale. Et je pense qu'il y a une vraie avancée qui a été faite sur les budgets participatifs. Bon, les conseils citoyens, ça n'a pas donné tout ce que ça pouvait être. Et là, on pourra en dire beaucoup de choses. Les consultations citoyennes non plus. Et la consultation. Mais il y avait cette volonté-là. Cette volonté, effectivement, qui n'a pas pris en compte la réalité juridique du moment, parce qu'on ne peut pas faire voter des moins de 18 ans et des étrangers. Voilà. Donc, démocratie participative. Donc, démocratie participative et la question de l'écologie et de l'écologie urbaine et de la nature en ville. Je trouve que ça, c'est relativement nouveau, même si on faisait déjà pas mal de choses avant. Je pense qu'ils sont allés plus loin sur ce registre-là. Il manque peut-être de diplomatie, mais ils ont eu la volonté de le faire. Voilà mes deux points forts. Marie-Josée Salard, sur les points forts, qu'est-ce qu'il a réussi, Éric Piolle ? Je suis un peu pauvre sur cette question, je suis désolée. Les budgets participatifs me paraissent une bonne initiative, même si sur le montant qui est consacré à ces budgets participatifs, je m'interroge. C'est 800 000 € par an, d'autant que beaucoup de projets entrant dans ce cadre relèvent de la compétence de la métropole. Donc, c'est pas toujours très évident. Mais bon, voilà, je suis peut-être pas tout à fait objective. Alors, qu'est-ce qu'il a raté ? Complètement. Un sujet. Alors, pour moi, le sujet qu'il a laissé vraiment de côté, c'est les politiques sociales. La ville est compétente en matière de politique sociale à travers son CCAS, et notamment des politiques sociales en direction des personnes âgées, de la petite enfance, de la jeunesse. Je ne vois pas émerger, depuis 4 ans, 5 ans maintenant, un discours, des actions qui révèlent véritablement ses intentions en matière de politique sociale. Et ça, c'est une véritable difficulté, notamment concernant les personnes âgées, parce que nous savons que l'évolution démographique fait que nous sommes de plus en plus nombreux à vieillir et de plus en plus longtemps, et que la prise en charge de la dépendance, notamment, sera un vrai défi pour les municipalités. Paul Bron, vous étiez adjoint aux affaires scolaires avec Michel Dessau. Je pensais que parmi les points positifs, vous me citeriez pour Éric Piolle le plan école. Oui, le plan école et le fait de maintenir la ville dans la semaine scolaire à 4 jours et demi. Moi, je partage ça. Mais il y a des dossiers plus lourds. Et moi, pour ce qui est de la critique, je partage ce que dit Marie-Josée Salard. C'est la question à la fois les questions sociales et la question des quartiers populaires. Je pense que là, il y a vraiment une grosse difficulté de cette municipalité. Vous allez jusqu'à dire abandon, grosse difficulté, c'est un peu flou, pardon. Non, abandon, c'est trop fort. Enfin, je veux dire, faut quand même pas. Ça n'a pas été une priorité. Je veux dire. Et par contre, par rapport à l'annonce qu'ils ont faite, et de bonnes intentions de bouclier social et le projet stratégique du CCAS qu'on a entendu, c'était des très bonnes intentions. Tout le monde pouvait que valider, voter pour. Après, dans le résultat, il n'y a pas énormément de choses qui ont été faites en direction des classes populaires et des classes les plus défavorisées en ville. Voilà. Sur le centre-ville, le projet Cœur de Ville, Cœur de Métropole, qui a fait couler beaucoup d'encre, il a été bien géré, Paul Bron ? Moi, je pense qu'il est du même registre que tout ce qu'on a dit là. C'est ça un peu le point critique. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il faut favoriser la qualité de l'air, repousser les voitures. Mais quand on pousse les voitures qui sont plus en centre-ville, elles vont où ? Elles vont autour. Et donc, ça pose aussi la question des alentours. C'est la même question. La proximité et le cœur de ville ?
Alors, j'ai fait partie de ces élus, même dans la majorité métropolitaine, à avoir émis énormément de réserves sur ce projet. Ce qui m'a valu un positionnement difficile, je le concède, hein, à ce moment-là. Mais j'ai pris mes responsabilités et j'ai émis un certain nombre de réserves parce que je trouvais que du point de vue de la méthode, c'était beaucoup trop rapide dans la manière d'engager le projet. Et par ailleurs, autant je suis favorable à une piétonisation d'un certain nombre de lieux dans le centre de Grenoble, autant l'axe structurant à vélo et à bus me pose non pas un problème en soi. Agut-Samba, Lyoté ne me pose pas un problème en soi. Simplement, toutes les nuisances liées au trafic, aux nuisances sonores, à la pollution, ont été transférées ailleurs. Et aujourd'hui, sur les 3 objectifs qui étaient en cause, à savoir lutter contre la pollution, lutter contre la voiture en ville et améliorer l'attractivité commerciale du centre-ville de Grenoble, sur ces 3 objectifs, nous n'avons pas réussi vraiment à prouver que c'était le bon projet. Mais bon, je reste prudente puisque nous n'avons pas encore terminé l'aménagement de ces lieux. Et évidemment, on en reparlera d'ici la fin de ce mandat. Marie-Josée Sala, Paul Bron, merci d'avoir été les invités du Récap Info. Merci à tous de votre fidélité. Retrouvez-nous tout de suite sur Internet pour le supplément, le bonus et la semaine prochaine, bien sûr, avec un nouvel invité.